l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Depuis 2 ans déjà, l'économie du Togo se porte de mieux en mieux. Le pays occupe la 18e place des meilleures économies dans le classement de la Fondation Héritage. Les détails dans ce journal. Et puis les enseignants du monde étaient à l'honneur le 5 octobre dernier. Une occasion pour les enseignants du Togo de mener des réflexions sur leurs nouvelles conditions de travail imposées par la pandémie du coronavirus à la rentrée prochaine. Voilà donc pour les titres. La situation économique du Togo s'améliore de plus en plus, surtout ces 2 dernières années. C'est ce que révèle l'indice 2020 de la Fondation Héritage sur la liberté économique dans le pays. Le Togo occupe donc dans le classement 18 places dans le monde. Ce positionnement est dû en grande partie aux réformes opérées ces dernières années pour améliorer le climat des affaires. Et on fait le point ce soir avec Ekoui Salah. L'économie togolaise a enregistré un progrès soutenu au cours de ces 2 dernières années. Avec un score de 54,1 points sur 100, soit une hausse annuelle de 3,8 points, le Togo gagne 18 places dans l'index 2020 de la liberté économique, un classement mondial de la Fondation Héritage basé aux États-Unis. Le pays occupe le 29e rang sur le continent africain et le 140e rang dans le monde. Cette performance, le Togo la doit aux différentes réformes opérées ces dernières années pour améliorer le climat des affaires. Le pays remplit de ce fait toute ou partie des 12 critères de ce classement regroupés en 4 catégories. Il s'agit en premier lieu de l'état de droit. Le pays est jugé à ce niveau sur les actions menées pour garantir et promouvoir le droit de propriété, l'intégrité du gouvernement et l'efficacité de l'appareil judiciaire. Le critère relatif à la prépondérance du gouvernement a mis l'accent sur les dépenses publiques, la pression fiscale et la santé fiscale du pays. À travers le 3e critère, le pays est noté sur l'efficacité réglementaire. Il a été question d'apprécier la libéralisation des affaires, le travail et la liberté monétaire. Le 4e critère a tablé sur l'ouverture des marchés. L'accent est mis à ce niveau sur la liberté commerciale, les investissements et les finances. Sur la plupart des exigences, le Togo a enregistré des progrès dans le sillage de ces récentes réformes en matière de climat des affaires. Ces réformes ont d'ailleurs permis au pays d'être classé 2e meilleur réformateur au monde sur la période 2006-2020. Dans le classement Doing Business 2020, il est reconnu 3e pays le plus réformateur au monde. Dans ce classement, le Togo faisait également partie des 10 économies les plus réformatrices de la planète. En 2020, le pays est considéré comme une référence en matière de l'environnement des affaires. Le mois du consommé local bat son plein et tous les Togolais sont appelés à promouvoir l'entrepreneuriat local en consommant les productions nationales. Et l'un des produits à consommer est Midoum, de la volaille fumée et bien d'autres produits. Et le ministre en charge de la consommation locale a visité l'usine de transformation CIS à Badja. Vous voyez donc là les images de cette production, de cette usine de transformation de la volaille et d'autres animaux pour la consommation locale. Le Togo veut faire de la consommation locale donc un véritable moyen de création de richesse. Un réel pari à gagner grâce à la participation des producteurs, partenaires et surtout des consommateurs. Consommation locale, atouts et défis, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Chris Agbedinou avec la voix de Eli Agba Nyadao. Quand on produit et on transforme, il faut consommer pour encourager et soutenir le producteur et le transformateur à pouvoir continuer. Cette déclaration du Premier ministre Victoire Tomé-Gadogbe au lancement officiel du mois du consommé local résume la volonté du gouvernement togolais à faire de la consommation locale un véritable moyen de création de richesses. Il faut alors arriver à conquérir le marché domestique, mais aussi international. Et l'enjeu reste la production en quantité, surtout en qualité.
Production locale ne signifie pas de produire de moins de qualité. Avant toute chose, il y a des normes qui régissent d'une façon mondiale les articles. Donc le Togo ne va pas rester en dehors, on ne va pas produire pour produire, mais nous allons produire en nous référant aux normes de qualité. Pour exporter le Made in Togo, on pense sensiblement améliorer la compétitivité des produits et services locaux. L'axe 2 du Plan national de développement PND prend en compte cet aspect. Et les atouts pour y parvenir ne manquent pas. Avec un environnement politique stable, apaisé et sécurisé, les investisseurs en ont besoin. Un nouveau code des investissements des plus attractifs. Le Togo se positionne aujourd'hui comme la porte d'entrée naturelle pour les affaires en Afrique de l'Ouest. Un marché de plus de 300 millions de consommateurs. Ensuite, notre pays a également adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine, qui est un espace commercial de plus de 1,2 milliard de consommateurs derrière la Chine et l'Inde. À travers la célébration du mois du consommé local, je voudrais vous inviter, j'allais dire nous inviter, à conjuguer davantage nos efforts pour porter le Made in Togo, ou le savoir-faire togolais, dans une nouvelle dimension soutenue par le PND et les différents partenaires du Togo. Le projet de transformation agroalimentaire du Togo, l'opérationnalisation des agropoles à Lomé et à Kara et du parc industriel d'Adétikopé, la mise en œuvre du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, l'instauration des zones économiques spéciales ou encore la relance de transformation des phosphates, autant de signaux au vert pour la création de la richesse à partir de la transformation locale de ces produits. À la rentrée prochaine, les élèves devront manger dans de meilleures conditions d'hygiène, crise sanitaire oblige, et raison pour laquelle les cuisinières, les mamans cantines, comme on les appelle, sont en formation dans le ZIO. Elles ont reçu aujourd'hui la visite de la ministre en charge du développement à la base, Myriam Dossou. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Le jour se lève à l'école primaire publique Gapé Centre dans la préfecture de Zio. Elles, ce sont les mamans cantines en formation d'art culinaire. L'atelier est bien organisé. Au menu, des mets à partir des produits locaux. La formation est animée par un point focal en alimentation scolaire. Nous avons prévu 2 menus, 2 plats. Nous allons faire les légumes. On a pris 3 légumes. On a pris Akutechimapan et Moringa et puis Aloma. Nous allons mélanger les 3 là avec les poissons. Après, nous allons préparer Azindesi, sauce d'arachide. Comme c'est les enfants qui vont manger ça, il faut prendre ça de tout enlever. La formation est prévue pour 3 jours. Elle est suivie par plus de 285 mamans cantines des 49 écoles à cantine dans la préfecture de Zio. La cuisson n'a duré que quelques heures. Elle s'effectue dans les conditions hygiéniques acceptables et dans le respect des mesures barrières. Hier, nous avons appris à associer à chaque repas 3 types d'aliments. Les aliments de croissance, les aliments énergétiques et les vitamines ou fruits. Ce sont ces aliments qui protègent les enfants contre les maladies. Nous avons également été formés sur les mesures d'hygiène et les mesures barrières. La cantine aussi, a fait quoi? Bon, ceux qui ont refusé l'école, quand ils savent que maintenant il y a nourriture là, ils s'en vont. Il a fait disparaître l'abandon. Et aussi, d'autres parents ne laissent rien dans la maison l'après-midi de venir manger. Bon, ceci, il a fait que maintenant l'école, ça va. Pour s'assurer que toutes les conditions sont requises pour offrir aux apprenants des repas chauds et sains à la rentrée prochaine, le ministre du Développement à la base a fait le déplacement des lieux. Elle a pu toucher du doigt les réalités. Parmi les nombreux projets menés et portés par le ministère du Développement à la base, le projet de cantine est l'un des plus importants. Important dans la mesure où il contribue à la santé, à la scolarisation,
de nos enfants. Mais surtout, il permet de créer un écosystème autour du dispositif en intégrant l'utilisation et l'achat de produits agricoles. Nous sommes dans le mois du consommer local et je crois que ce projet de cantine est un élément important aussi dans le consommer local. Nous sommes venus voir les mamas cantines qui sont en formation parce qu'elles ont besoin d'être renforcées pour adapter leur activité dans le contexte de Covid et surtout transformer les menus pour qu'ils puissent donner une meilleure santé à nos enfants. La distribution des repas chauds dans les écoles à cantine s'est faite au Togo avec l'appui de la Banque mondiale jusqu'au 31 janvier 2020. Elle est continue avec les ressources de l'État avec une nouvelle approche, cantine scolaire à contribution communautaire. Le ministre Myriam Dossou d'Almeida a à sa première sortie partagé avec les acteurs locaux et les autorités administratives locales les nouveaux enjeux du gouvernement en la matière. Et il y adhère visiblement. Et les coachs accompagnateurs des jeunes entrepreneurs sont eux aussi en formation depuis ce matin à Lomé. Ils devront à la fin mieux orienter les jeunes chefs d'entreprise à s'adapter aux nouveaux outils d'affaires. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Les accompagnateurs des jeunes entrepreneurs se familiarisent avec de nouvelles approches en matière de coaching des affaires, de nouveaux outils susceptibles d'aider les jeunes entrepreneurs à exploiter leur plein potentiel pour l'atteinte de leurs objectifs. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ mise sur cette approche pour faire de l'entrepreneur togolais un véritable acteur de développement. Tous les grands qui ont réussi en affaires avaient un coach. Et quand on l'appelle dans le domaine des affaires, c'est quelqu'un qui a choisi d'aider un entrepreneur à réfléchir. Okay? Ensuite, à prendre des décisions. Okay? Décider n'est pas suffisant. Il faut agir ensuite. Okay? Sur les décisions qu'on a prises, il faut les implanter. Quand le coach est là, c'est pour l'aider d'abord à développer une vision. Pourquoi il a créé son entreprise? Qu'est-ce qu'il veut faire avec? Okay? Quels sont les différents éléments qui lui permettent de mesurer sa progression? L'entrepreneur a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de choses qui le dérangent. Alors quand le coach intervient, c'est d'aider cette personne à trouver ses propres réponses pour résoudre ses problèmes d'affaires. Et comme ça, il peut progresser. Cette démarche du FAEJ s'inscrit dans la logique du plan national de développement, la participation pleine et effective des entreprises dans la croissance économique du Togo. Il faut de l'encadrement, de l'accompagnement, de l'écoute pour permettre à l'entrepreneur d'accoucher le potentiel qu'il a en lui et donc de servir aussi la création de valeurs économiques qui s'est assignée. D'où l'importance donc de la formation des coachs pour qu'ils puissent en tant qu'acteurs avec lesquels nous co-construisons l'écosystème entrepreneurial au Togo puissent avoir les informations idoines, les vrais, pour pouvoir justement aider le jeune promoteur non seulement à mettre en œuvre son entreprise, mais surtout à engager son entreprise sur le chemin de la croissance. La maîtrise des techniques et aptitudes propres au coaching des affaires permettra à coup sûr, selon les organisateurs, d'améliorer l'encadrement des jeunes entrepreneurs pour leur réussite entrepreneuriale. Le PNUD appuie cette initiative. Le programme pays de promotion du travail décent est prêt. Il présente les résultats des études réalisées sur le marché de l'emploi au Togo, en l'occurrence les secteurs à forte potentialité d'emploi. Et le document a été présenté à Dapan. Le compte rendu avec Chaz Nambaga. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE Togo partage ici le contenu du document de programme pays de promotion du travail décent. Il s'agit d'un document dit de deuxième génération qui tire sa quintessence des objectifs de développement durable et du plan national de développement PND 1822. Il capitalise également les expériences du programme pays de promotion du travail décent de première génération qui a couvert la période 2010 à 2015. Le PPTD de deuxième génération
porte sur 3 axes. La promotion de l'emploi avec un accent particulier sur les personnes vulnérables, l'extension de la protection sociale et la promotion des normes à travers le dialogue social. Donc nous voulons un travail décent pour tous sur le territoire togolais. Que tous les travailleurs opèrent dans des conditions de sécurité, dans des conditions d'honorabilité. Les assises abordent également des résultats de différentes études sur le marché du travail réalisées par la direction de l'Observatoire de l'emploi de l'ANPE. Il s'agit du profil pays, du travail décent et le diagnostic des besoins en compétences dans le secteur du transport et logistique. Ce document renferme des statistiques sur le plan du travail en général, au niveau de l'emploi, pour caractériser la situation du travail décent dans le pays. On l'a fait en tenant compte des normes du Bureau international du travail. Au niveau pays, on voudrait développer le secteur transport logistique comme c'est inscrit dans le PND. Donc, il faut voir quels sont les besoins en compétences qu'il faut pour que ce secteur puisse être véritablement faire la promotion du développement dans le pays. Les études sur les mécanismes d'évaluation de l'auto-emploi ainsi que les caractéristiques de l'entrepreneuriat féminin et masculin au niveau national vont être présentées au cours des travaux. Le préfet de Tonne a salué la tenue des présentes assises qui vont consolider les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de travail et de vie des populations. Je vous le disais en titre, chaque 5 octobre est célébrée la journée mondiale des enseignants. Et cette célébration a été marquée à Takpamé par une rencontre initiée par la Fédération des syndicats de l'enseignement du Togo. Il était question d'entretenir les enseignants sur les modèles en matière de respect des mesures barrières en vue de la bonne gestion de la pandémie à la rentrée prochaine. Le compte rendu depuis Takpamé de Silver Abdou. Ils avancent, mais tout en respectant les mesures barrières, port du cache-nez, distanciation sociale et lavage systématique des mains avant l'accès à cette salle consacrée à la célébration de la journée mondiale de l'enseignant. Ces enseignants veulent donc servir de modèle tout en cultivant des habitudes et aptitudes devant leur permettre de mieux gérer les apprenants qui bientôt vont reprendre le chemin de l'école. Cet exercice a été mené avec les élèves professeurs de l'école normale supérieure d'Atapamé, dont certains parmi eux seront déployés la rentrée prochaine sur le terrain. Une rentrée qui va être effectuée dans le contexte de la pandémie. Il faut d'ores et déjà les amener à un changement de comportement pour mieux gérer le flux des élèves dans les salles de classe et pendant la récréation. Nous avons saisi cette opportunité pour venir vers nos jeunes frères qui demain vont nous relayer sur le terrain pour discuter avec eux de cette pandémie et d'attirer leur attention sur ce que serait la rentrée prochaine en période de Covid. L'utilité, c'est pouvoir permettre aux enseignants que nous sommes de nous armer de dispositifs qui nous permettent de mieux gérer le flux des élèves qui vont rentrer au début de cette année scolaire dans les établissements. La journée mondiale de l'enseignant a été donc une opportunité pour la Fédération des syndicats des enseignants du Togo qui a focalisé cette année cette célébration autour d'une thématique, l'enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir. Un thème pour rappeler à tous les acteurs du système éducatif leur place à occuper pour montrer leur leadership en cette période de la pandémie, c'est-à-dire créer, innover pour mettre leur expertise en matière de gestion en vue de permettre aux élèves de réaliser leur apprentissage. Si nous voulons arriver au terme de notre processus enseignement-apprentissage avec zéro taux de Covid, il va falloir que des dispositions similaires aux dispositions que nous avons mises en place soient mises en place dans les établissements avec les élèves, par les élèves, pour les élèves, afin de pouvoir se rappeler constamment le respect de ces mesures barrières. La situation en période de récréation a été simulée par ces élèves professeurs pour étudier le comportement de chacun, le respect des mesures, tirer des leçons pour une meilleure application dans les établissements qui désormais vont évoluer dans le contexte de la pandémie.
Passation de service ce matin au cabinet du ministère de l'Énergie et des Mines des Delaware Bidamon, c'est de la place à Mila Maounion Aziablé, nommée le 2 octobre dernier à ce poste. Qui est la nouvelle ministre de l'Énergie? Marie-Ange Bida nous la présente. Mila Maounion Aziablé reçoit officiellement les clés de son département ministériel. C'est en présence du secrétaire général du gouvernement et des directeurs généraux des services affiliés. Le ministre sortant a en premier lieu exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, Faure Esozina Gnassingbé. Il a ensuite rappelé les chantiers en cours et remercié ses collaborateurs. La ministre auprès du président de la République chargé de l'énergie et des mines a salué les réalisations déjà amorcées et s'engage à assumer la responsabilité à elle confiée. Le chef d'État accorde une attention particulière à la question de l'accès à l'électricité, fiable, de qualité et à coût abordable pour chacun des 8 millions de Togolaises et Togolais. C'est notre mission commune et à partir de ce jour un défi qu'ensemble nous nous attellerons à relever avec rigueur, efficacité et sens du résultat. Je m'engage à investir mes compétences techniques et opérationnelles pour la continuité et la bonne exécution des projets en cours essentiels pour notre pays. Mila Maounion Aziablé est spécialiste du domaine de l'énergie. Elle est nantie d'un master spécialisé en ingénierie et gestion du gaz à l'École supérieure des mines de Paris. Elle a également un master en politique et management du développement où elle a été major de sa promotion. La ministre Aziablé s'est illustrée dans le domaine professionnel à la direction système de GRT Gaz à Paris et à Berlin en Allemagne. À Engie Ineo Paris, elle a officié en tant qu'assistante chef de projet de construction de postes électriques au Burkina Faso. Et le nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Réforme foncière poursuit donc sa tournée de prise de contact avec ses nouveaux collaborateurs. Kofi Tchorlignanou était ce mercredi au centre de la construction et du logement, à l'Agence pour le développement urbain et municipal et à l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Nous écoutons le ministre de l'Habitat. À caractère administratif, depuis hier, nous avons commencé une tournée qui nous a amenés aujourd'hui au centre de construction de logements, à la Frite-Afrique et à Nazaf. Nous avons trouvé un personnel disponible, un personnel engagé qui fait du mieux par rapport à ce qu'on leur donne comme moyen. Mais nous allons, à notre niveau, porter cette doléance-là au niveau de la hiérarchie pour essayer de trouver des solutions, trouver des équipements adéquats pour leur faciliter le travail. Donc en tant que nouvel arrivant, c'est mon devoir de connaître mes administrés, de connaître les différents services qui dépendent de mon département. Un peu plus de 2 mois après la réouverture de l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma, la plateforme a enregistré beaucoup de trafic. Et ce mercredi, tous les acteurs de l'aéroport se sont réunis pour analyser les points de réussite et les boulots d'étranglement constatés depuis cette réouverture. Le compte rendu avec Luc Assis. C'est depuis le 1er août dernier que le Togo a réouvert son espace aérien. Depuis lors, des centaines de vols ont été enregistrés, aussi bien à l'arrivée comme au départ. Sur environ 14 000 personnes testées aux portes de l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma, seulement 33 cas positifs au nouveau coronavirus ont été détectés et pris en charge. Plus de 2 mois après l'opérationnalisation de la plateforme aéroportuaire, on fait le point. Il était important qu'on se retrouve tous les acteurs pour faire l'état des lieux, voir qu'est-ce qu'il faut encore améliorer. Si aucune œuvre n'est parfaite, il faut toujours améliorer. Mais globalement, ce que je peux dire, nous sommes satisfaits. Nous avons exigé avant d'embarquer quelqu'un qu'il ait un test PCR négatif. Et maintenant, toutes les compagnies s'y emploient. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce que je disais, quand on mettait toutes les mesures barrières, que nous voulons, en ouvrant l'aéroport, éviter une augmentation de la pandémie d'une façon exponentielle, on a maîtrisé cela. On parle de 0,23% sur l'ensemble. Ça ne représente pas grand-chose du tout. C'est pour pouvoir toujours améliorer. Le problème qui se posait, c'est les masques, les cartes bleues, timonets, floues. À l'extérieur, ils n'ont pas ça. Ou d'autres ont des cartes qui ne sont pas compatibles. On a décollecté cette action
de l'ensemble des renseignements qu'il faut faire. Et on a offert la possibilité, quand les gens arrivent, de pouvoir payer. Nous sommes en train d'envisager de voir si on ne peut pas payer avec le TPE. Maintenant, ce qu'on a ajouté, c'est Togo Safe. Donc, c'est le tracing. C'est pour voir, quand vous êtes rentré, si vous êtes négatif et que vous baladez et vous arrivez quelque part où il y a des gens qui sont positifs, ça le signale. C'est pour la santé des gens, il faut qu'ils comprennent. C'est pour leur propre santé, pour éviter de se faire contaminer et de contaminer leurs familles, leurs enfants. Voilà. Et je dis que dans les... J'ai vu tous les systèmes. Le nôtre, il est très performant. Le respect des mesures barrières à l'aéroport international Gnassingbé-Yadema reste de mise. Distanciation physique, port de cache-nez et désinfection systématique de tous les passagers à l'arrivée comme au départ. Également, il est exigé un test PCR de 72 heures et l'installation de l'application Togo Safe pour un suivi. Les avions sont désinfectés à chaque débarquement et l'aérogare chaque nuit et toutes les procédures sont digitalisées. Tout ceci pour protéger le personnel de la plateforme et les voyageurs. Et à ce jour du mercredi 7 octobre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1898. 17 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 1419. 9 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 430 et le nombre de décès est de 49. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et le continent africain affiche une résistance face à la pandémie du Covid-19 comparée aux autres continents. Elle enregistre moins de nouveaux cas et de décès depuis le 20 juillet dernier. Plus de 80% des cas en Afrique sont asymptomatiques selon l'Organisation mondiale de la santé. Et ajouté à cela, plusieurs autres facteurs expliquent la situation. Eko Salah nous en parle. L'Afrique recense à ce jour plus d'1,47 million de cas Covid-19, dont 35 500 décès. Ces chiffres représentent 3,7% des cas confirmés et 2,6% des décès signalés dans le monde, d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé. On relève aujourd'hui une baisse constante de 2% des nouveaux cas avec une diminution plus soutenue des décès évalués à 14%. La situation s'explique par le fait que plus de 80% des cas sont asymptomatiques sur le continent selon l'OMS. La région affiche également une résilience remarquable vis-à-vis de la pandémie, ajoutée à son faible niveau de létalité par rapport aux autres continents. Les experts attribuent cette résilience, entre autres, à la structure démographique et urbanistique des sociétés africaines. Le virus toucherait principalement les jeunes, bien moins susceptibles de tomber malades. Selon les indicateurs, le niveau de sévérité de la maladie monte quasi exponentiellement avec l'âge à partir de 70 ans notamment. L'âge médian en Afrique serait de 20 ans contre 19 ans au Togo avec 41% de la population qui a moins de 15 ans en Afrique. La propagation du virus sur le continent est aussi ralentie par le fait que les pays africains soient moins densément peuplés que les autres régions. Les chances de contact sont limitées et donc la propagation du virus. L'OMS met aussi l'accent sur le climat chaud et humide du continent africain. Des facteurs qui expliquent le faible taux des cas de Covid-19 sur le continent. L'Organisation mondiale de la santé met néanmoins en garde contre la complaisance, invitant les différents pays à rester sur le qui-vive pour apprendre à vivre avec le virus en utilisant des réponses ciblées et localisées. Déjà, la plupart des pays du continent, dont le Togo, sont dans la dynamique. Pour l'organisation onusienne, les vaccinations de masse annoncées devront attendre au moins le milieu de l'année 2021. La phase 3 des essais cliniques prend du temps et exige de vérifier que la substance biologique active soit efficace et sûre.
Et sur le plan national, toujours dans cette l'actualité de la pandémie du coronavirus, l'association pour l'épanouissement du chrétien AEC plaide pour la réouverture totale des églises. Et c'est ceci à travers un colloque sur les enjeux. Et les leaders religieux entendent ainsi apporter leur contribution dans la lutte contre la pandémie. Voyons cela avec Gisèle Kozona et Antoinette Romao. On va voir. Alors qu'il faut réfléchir. Depuis le début de la crise sanitaire, des églises sont fermées, certaines partiellement réouvertes. Les leaders religieux réunis au sein de l'Association pour l'épanouissement du chrétien AEC plaident ici pour la réouverture totale des églises. Ils entendent collaborer avec le comité de riposte. Il faut que nous arrivions à comprendre les enjeux comme on l'a fait, aller voir la place de l'église dans la cité et que l'église s'engage au respect scrupuleux des mesures barrières si on va vers l'ouverture totale des lieux de culte. Le souci de limiter la propagation du virus à travers le pays a guidé le gouvernement dans sa prise de décision. Les lieux de culte ont été partiellement réouverts en mi-juillet dernier. La coordination nationale de gestion de la riposte rappelle la responsabilité des leaders d'opinion. Nous avons compris que l'Église, dans son rôle d'éducateur de la société, de prière également à Dieu pour la nation togolaise, voudrait apporter donc sa contribution à cette lutte-là. Ce qui a été important, c'est de voir que l'Église a été suffisamment responsable par rapport à l'ouverture partielle qui a été faite et a tiré beaucoup d'enseignements par rapport à cette ouverture et s'engage aujourd'hui à relayer tous les messages et toutes les mesures barrières qui sont édictées au niveau de la riposte. Et nous ferons le porte-parole en tout cas de tout ce que nous avons entendu ici, ces paroles engageantes du corps de Christ. La décision de la réouverture totale des lieux de culte revient au comité de gestion présidé par le chef de l'État. Pour le moment, aucune décision officielle n'est encore annoncée. Et puis ce phénomène à présent, une baleine en pleine décomposition a été rejetée par les vagues sur la plage de Lomé. Les représentants des différents ministères concernés par le phénomène étaient sur place cet après-midi pour constater un phénomène donc qui semble-t-il s'est déjà produit la semaine dernière. Des dispositions seront prises selon le directeur de l'élevage pour éviter toute contamination de la population. Nous écoutons Dr Daniel Batawi au micro de Dodo Wari. C'est le cadavre d'une jeune baleine qui était déjà morte depuis la haute mer et qui a été expulsée par la mer sur notre côte. Du premier regard, la baleine est en état de putréfaction avancée, donc impropre à la consommation. Tous les ministères, le ministère de la Santé, le ministère en charge de l'élevage, le ministère de l'économie maritime et le ministère de l'Environnement. Nous sommes en train de prendre les échantillons pour pouvoir faire des analyses approfondies et déterminer la vraie cause de la mortalité de cette baleine en haute mer. On fera trois types d'analyses. On fera une analyse microbiologique pour voir s'il n'y a pas eu de problème de bactéries, donc le problème des gènes pathologiques qui soit à la base de sa mortalité, et une analyse physico-chimique au niveau de notre laboratoire de l'ITRA qui nous permettra de voir effectivement si c'est les métaux lourds qui sont à la base de la mortalité, et enfin d'autres analyses organoleptiques qui ont déjà prouvé que l'animal est déjà en décomposition. Nous les sortirons dans 48 heures pour pouvoir dire concrètement la cause de la mortalité de cette baleine. Donc c'est la disposition quand même de sécurité, de biosécurité, pour pouvoir épargner notre population d'une quelconque contamination. Il est donc interdit aux populations de se servir ou de consommer cet animal décédé déjà en décomposition. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.